Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler, je vais répondre à une question qu'on m'a posée. Est-ce que le PN, donc le pervers narcissique, traite ses enfants de la même manière? Alors je vais répondre de façon duelle à cette question. Alors oui d'une certaine façon et non d'autre façon. Donc autrement dit, oui parce que le PN ne réagit que d'une certaine façon, il n'a qu'un panel de comportement, c'est-à-dire celui de manipuler. Donc automatiquement, les enfants, quels qu'ils soient, seront considérés comme des objets, seront considérés comme éventuellement utiles ou moins utiles. Tout dépend en fait de leur attitude et donc de là je vais dire non parce que en fonction de la personnalité de l'enfant, de sa capacité à se soumettre, de sa complicité, on va dire, sa complicité, sa tendance en tout cas à être loyal. Il y a des enfants qui sont plus loyaux que d'autres, même si d'une façon générale les enfants sont loyaux à leurs parents parce qu'ils sont loyaux par rapport aux personnes qui les ont nourris. C'est simplement de l'ordre de l'instinctif, comme un animal, quand vous le nourrissez, il va prendre confiance en vous. Et bien l'enfant réagit un peu de la même façon quand il est nourrisson. En tout cas, l'enfant a tendance forcément à attribuer une certaine importance, une certaine protection, une certaine confiance à la personne justement qui va le nourrir et qui va assurer sa subsistance. Donc il faut bien comprendre que l'enfant, quand il est tout petit, il se sent assez vulnérable. Il peut ressentir effectivement une certaine animosité, mais il va essayer en tout cas de faire avec, de vivre avec. Donc c'est vraiment depuis tout petit, depuis la naissance, que l'enfant va être habitué à ce fonctionnement de PN en fait. Il va considérer cela comme étant normal puisqu'il n'a connu que ça et il n'a pas d'autre point de référence hormis éventuellement l'autre parent, mais l'autre parent étant lui-même manipulé, généralement il n'est d'aucun secours. Alors effectivement nous avons deux situations, soit le conjoint va être toujours en couple avec son pervers narcissique et dans ce cas-là il ne se rebelle pas, au contraire il se soumet, il peut se rebeller à certains moments, donc en fait parce que les conflits sont attisés par le PN. Donc en fait la victime pense que c'est elle-même qui va créer le conflit, alors qu'en réalité c'est le ou la PN qui en fait active ce conflit-là et joue avec ses sentiments. La plupart ne détectent pas en fait que la situation de conflit, tout ce qui est conflictuel est vraiment amené à l'avant-plan par le PN de façon plus ou moins volontaire, même si souvent ça reste en grande partie inconscient. Ce sont des comportements qui ont été appris, donc qui sont automatiques chez le PN. Et donc on verra combien le PN justement ne sait pas sortir de ces automatismes-là, il ne sait se comporter que d'une certaine façon. Alors effectivement, quand l'enfant est petit, il n'a pas créé sa personnalité de façon vraiment établie. Malgré tout, les enfants ont des personnalités assez différentes, réagissent de façon différente, la sensibilité est différente. Donc il va de soi qu'un enfant qui sera hypersensible sera plus souvent attaqué par le PN, sera privilégié dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que le PN va retourner son affection ou l'illusion de l'affection sur cet enfant-là justement parce que c'est peut-être l'enfant qui est le plus petit aussi, donc qui va être plus surcouvé. Mais ici, on surcouvre l'enfant, non pas pour le protéger, mais vraiment pour en profiter et pour pouvoir le manipuler et le modeler à sa façon. Donc le PN ne veut que ça, modeler l'autre à sa façon. Donc je disais donc que plus l'enfant va être fragile, plus effectivement la manipulation va être efficace, plus l'enfant va être soumis, plus il va accepter en fait la manipulation et plus le PN va le favoriser dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'il va être privilégié pour recevoir justement l'affection conflictuelle, la relation, l'affection entre guillemets du PN, l'illusion d'affection du PN, et autrement dit il va être davantage investi comme un objet. Puisque objet d'amour si on veut, mais plutôt c'est le côté objet qui prédomine, puisque l'amour n'est pas de l'amour, on le sait très bien dans le cas du PN. Donc il va s'orienter davantage vers un enfant qui sera sensible, qui sera soumis. Les enfants qui se révoltent davantage seront pointés du doigt comme ayant des problèmes. Et donc on va regarder par rapport à la fratrie, eh bien forcément l'aîné a plus tendance à se rebeller. Pourquoi? Parce qu'il se sent responsable aussi de ses frères et sœurs. Par sa position, généralement, il se sent responsable de ceux qui ont l'air plus fragiles. Donc il va plus avoir tendance à se rebeller, plus tendance aussi à couper les ponts donc en grandissant. Plus tendance aussi à être pointé du doigt. On
va le désigner comme patient pathologique, enfin, on va déterminer que cet enfant-là est vraiment mauvais. On va le pointer du doigt, donc de l'extérieur, on va lui attribuer tous les méfaits éventuels. Et alors, ce qui est typique de la relation, donc quand il y a un parent qui est PN, c'est qu'ils vont vraiment attiser les conflits entre les enfants. Donc en fait, pour mieux manipuler l'enfant, il faut l'isoler. Et l'isoler aussi des frères et sœurs qui sont eux-mêmes manipulés. Donc effectivement, quand l'enfant se révolte, on va lui dire ne tiens pas comme ta sœur, comme ton frère, n'aie pas ce comportement-là, lui est méchant, toi tu dois être gentil. Le PN aussi, généralement, va passer. Donc, l'enfant, à un moment donné, va comprendre qu'il y a un problème chez ce parent-là en comparaison avec ses amis, ses copains de classe, où il va comprendre que ça ne fonctionne pas de la même manière chez les autres et éventuellement chez le voisin, s'il va jouer dans une autre maison. Donc il va réaliser que la relation n'est pas du tout la même, que les parents vont avoir tendance à valoriser l'enfant, vont avoir tendance à lui dire ok, ce que tu fais c'est bien. Alors le PN valorise aussi des comportements de l'enfant, donc mais c'est beaucoup plus par punition. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est plus punir l'enfant plutôt que de le gratifier. Et quand on le gratifie, c'est évidemment qu'il gratifie le comportement soumis, le comportement renfermé de l'enfant, et donc en fait le fait que l'enfant ne développe pas sa personnalité. Alors l'enfant ne développe pas sa personnalité parce que c'est une protection. En fait, il développe quand même une partie de sa personnalité, mais ça va rester très caché, très souterrain, pour ne pas frustrer le PN. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des enfants qui n'oseront pas s'exprimer, justement pour ne pas attiser la colère et justement pour ne pas qu'il y ait de conflit. Parce qu'en fait, ce sont des relations, on est bien d'accord, il n'y a pas de relation réelle, mais ce sont des relations dans lesquelles l'enfant essaye de survivre. Donc ça, c'est vraiment la priorité pour l'enfant, c'est de survivre et de grandir. Et au fur et à mesure, il va comprendre que le parent souffre de quelque chose. Il va l'associer souvent à une dépression, puisque le PN a souvent tendance à se plaindre, à considérer que c'est lui le plus malheureux du monde, que c'est lui, donc d'office il faut être gentil avec lui parce que lui est malheureux ou parce que lui souffre. Et évidemment, il ne prend jamais en compte la souffrance des autres, puisque les autres ne ressentent jamais autant de souffrance que lui, soi-disant. Alors on est d'accord, c'est une souffrance qui est singée, hein. C'est pas une souffrance qui est vraiment réelle, même si le PN peut être en souffrance, mais surtout il est en colère permanent, et cette colère elle ressort par la haine de l'autre. Et donc il peut casser régulièrement ses enfants. Ça va être tout le temps des doubles contraintes, hein. Donc il va dire quelque chose de positif et de négatif à la fois. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui rend fou en fait. Et donc les enfants peuvent réellement développer des pathologies. Alors énormément de parents qui ont été en couple avec un PN se disent mince, j'ai fait des enfants avec ce PN, est-ce que mes enfants risquent de devenir PN ? C'est une question qui revient très très fréquemment. Alors, la plupart du temps, ça ne se passe pas. Les enfants ne deviennent pas nécessairement PN pour autant. Ça dépend comment il a été éduqué et quelle base il a autour de ce PN. Donc on l'a vu, quand un enfant ne trouve pas satisfaction auprès de ses parents, donc évidemment au début il ne s'en rend pas nécessairement compte, mais au fur et à mesure il va quand même continuer de chercher cet amour-là, mais à l'extérieur, il va s'épanouir à l'extérieur, il va créer sa personnalité, mais par rapport à l'extérieur, pas par rapport au noyau familial, et l'enfant va développer d'autres relations qui peuvent remplacer donc le PN, donc c'est-à-dire la relation qu'il n'arrive pas à exprimer. Parce qu'il y a effectivement un regret de la part de l'enfant de ne pas savoir guérir éventuellement ce parent qui est malade, parce qu'il ressent en tout cas cette maladie-là, que ça soit conscient ou pas, à un moment donné, de toute façon, ça devient conscient. Souvent à l'adolescence, l'enfant va le comprendre davantage, puisqu'il devient davantage rebelle, en tout cas intérieur, mais la rébellion va rester aussi parfois très intérieure et ne va pas pouvoir s'exprimer, justement aussi parce que s'il s'exprime, effectivement, il risque à chaque fois de créer des conflits, entre guillemets, hein, puisque c'est l'autre qui crée le conflit, on l'a vu, mais de créer en tout cas des situations d'inconfort, et parfois... pour éviter ces situations-là, souvent, il va être sur le qui-vive, il va éviter certains sujets qui sont houleux, éviter de se montrer satisfait, éviter de montrer sa joie, de s'exprimer dans ses sentiments. Tout ça en réaction au fait d'être en contact avec un PN. Donc c'est un enfant qui va être anxieux forcément, puisqu'il est sur le qui-vive. Il va apprendre à un moment donné aussi à contre-attaquer.
Donc, c'est-à-dire, intérieurement, on va se dire non, ce qu'elle dit, c'est pas vrai. Mais il faudra tout un chemin. Il faudra éventuellement être accompagné par des personnes qui ont une réelle affection pour l'enfant. Et donc, on va voir comme ça des enfants qui, sans être orphelins, le sont quand même. Donc, sont orphelins parce qu'ils n'ont pas eu le père ou la mère qu'ils attendaient. Ils comprennent que eux n'ont pas cette relation si importante pourtant dans la vie de tout un chacun. Et donc, ils vont compenser en allant chercher une mère ou un père de substitution. Ça peut être une éducatrice, ça peut être une prof à l'école, donc une institutrice quand ils sont jeunes. Ça peut être un prof de sport, un coach, ça peut être les frères et sœurs, ça peut être les tantes, oncles, grands-parents, etc. Ça peut être une voisine tout simplement, des personnes avec laquelle l'enfant va avoir un lien qui est vraiment particulier et qui aurait dû normalement pousser l'enfant vers plus d'autonomie, vers plus de confort, vers une sécurité intérieure en tout cas. Donc cette sécurité intérieure doit se construire et l'enfant construit ça entre guillemets tout seul, mais en se basant sur les éventuelles petites choses qu'il reçoit de l'extérieur. Donc évidemment c'est un enfant qui aura reçu beaucoup moins de ses parents, puisque généralement un de deux, soit il casse la relation, il s'en va vivre loin parce qu'il se rend compte que le conjoint, sa conjointe, est PN, et dans ce cas-là il peut quand même s'occuper des enfants, donc l'enfant va apprendre à respirer les moments où il est, par exemple, chez le père qui n'est pas PN, plutôt que de... Enfin, il va craindre les moments aussi où il va chez la mère, par exemple, qui est PN, ou l'inverse. Et donc, ça peut créer des enfants, des enfants qui somatisent avant de retrouver le père PN ou la mère PN en question. Donc les périodes de garde partagées comme ça, vous avez une période où l'enfant est très bien chez un parent et très mal chez l'autre parent. Et ça c'est typique aussi de la relation avec un PN, où l'enfant quand il revient est déprimé, où il somatise, il a mal au ventre avant d'y aller, il a mal de tête, il a mal dormi, il est agité. Tout ça est le signe de toute façon que ça ne se passe pas bien, et évidemment le plus tôt possible étant le mieux. Si on sait faire intervenir les tribunaux pour que la garde ne soit donnée qu'au conjoint qui n'est pas PN, c'est évidemment l'idéal. Maintenant dans la pratique, le PN ne lâche généralement pas ses victimes, et donc va quand même chercher de toute façon à avoir une emprise ou à un moment donné à le reprendre. Donc il peut à un moment donné se désintéresser même de ses enfants, alors qu'un parent normal ne se désintéresse jamais complètement de ses enfants, même s'il y a une relation qui est difficile, qui est conflictuelle, et qu'il y a éventuellement une rupture où on ne voit plus l'enfant en question, et donc l'enfant ne voit plus son parent, le parent ne voit plus son enfant, mais malgré tout, ils continuent de penser l'un à l'autre, ils continuent éventuellement de chercher ce que devient l'autre, ils se tracassent éventuellement pour l'autre, des choses comme ça. Le PN ne se tracasse jamais pour ses enfants parce que ça l'intéresse absolument pas. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir quelles sont les apparences, est-ce qu'il arrive à sauvegarder les apparences ou pas. C'est pour ça que l'enfant doit être à la hauteur et se présenter comme le PN souhaite qu'il se présente, c'est-à-dire avoir à l'extérieur une bonne image de... si c'est le père qui est PN, que le père soit considéré comme un bon père. Vous allez comme ça avoir des mères PN qui vont se vanter d'être une bonne mère, mais vont se plaindre en même temps de leurs enfants qui ne sont pas assez reconnaissants. Parce qu'on reproche toujours à l'autre de ne pas donner assez. Alors qu'en fait, l'enfant... il faudrait qu'il donne son âme en entier pour satisfaire le PN, donc il se tue quelque part. Alors, soit vous avez des enfants qui vont tomber comme ça dans des maladies mentales et qui vont être se couper complètement du monde, devenir dépressifs, etc. Et peut-être se suicider, parce que ça peut aller jusque là, ou au contraire vous avez des enfants qui ont une certaine force mentale et ont la capacité de se rattacher à d'autres personnes, ou du moins même parfois ça peut être se rattacher aussi à des histoires qu'ils ont entendues, à des contes. Vous avez des enfants comme ça qui se disent de toute façon plus tard ça ira mieux, moi je suis la victime dans l'histoire, je suis quelqu'un de bon, ce n'est pas juste, il sent au fond de lui-même que cette situation n'est pas juste, et il va se dire un jour la justice va se rétablir. Pourquoi? Parce qu'il a lu des contes, parce que dans les contes c'est exactement ce schéma là, c'est quelqu'un qui est critiqué par quelqu'un d'autre, qui est en tout cas mis à mal par quelqu'un d'autre, qui est mauvais, et donc en contrepartie, à un moment donné, généralement c'est une princesse ou un prince, etc., arrive à surmonter une épreuve qui fait que le méchant va être désigné comme méchant, va être condamné machin, va être désigné, et en contrepartie, la personne
qui est la princesse ou le prince, hein, va devenir, je veux dire, avoir réellement la place qu'il méritait et être reconnu en tant que tel. Et donc c'est un peu de ça que l'enfant rêve. Il rêve d'être reconnu par sa mère, il rêve de reconnaissance, il rêve d'être qu'on lui dise ce que tu fais c'est bien. Alors il va chercher comme ça l'approbation de ses parents, éventuellement pendant X années aussi du parent absent. Donc la deuxième situation c'est évidemment la situation où le parent donc, qui est manipulé reste avec le manipulateur et du coup a du mal à voir clair dans les choses. Généralement il reste prisonnier et du coup il a certainement démissionné en partie de son rôle de parent. Ou bien, ce qui va se passer aussi, et parfois simultanément, ça peut être des démissions à certains moments et à d'autres moments, il devient complètement complice du PN en devenant violent physiquement. En fait, ce que le PN ne fait pas physiquement pour ne pas trop que ça se voit, ça peut être l'autre parent qui le fait pour satisfaire l'épouse en question, qui est PN, enfin voilà. Donc vous avez des enfants comme ça qui deviennent des enfants battus par le non-PN, parce que le PN implique ça chez l'autre, excite la violence de l'autre, excite le fait que voilà, que la situation doit être parfaite et donc pour ça il faut que l'enfant soit à la hauteur et pour que l'enfant soit à la hauteur on le contraint, on essaye de lui imposer une éducation très rigide qui peut être faite de coups et de manipulation en tout genre et donc le PN est quelqu'un qui utilise énormément les autres et c'est ça en fait qui est très destructeur, c'est que généralement le PN il fait pas ses trucs lui-même, il les fait faire par d'autres. Quand vous avez un PN dans une classe, c'est le PN, c'est pas lui qu'on va montrer du doigt en disant c'est lui le problème. La plupart du temps, on va parler de cette personne-là sans se rendre compte que c'est celui-là qui va impliquer que tous les autres se crachent dessus, que tous les autres fassent du mal à quelqu'un. Donc le PN est quelqu'un qui va impliquer chez l'autre des comportements qui ne font pas nécessairement partie de leur nature d'ailleurs, puisque l'autre est manipulé lui-même, et donc lui retourne le cerveau de façon à lui dire écoute, si tu fais ça, au fond, tu auras tel bénéfice, hein, donc c'est montrer les bénéfices d'un comportement qu'il voudrait bien appliquer chez l'autre, et puis ça peut créer des dérives exceptionnelles, et vous avez comme ça dans les milieux familiales, le PN qui peut manipuler soit un enfant, soit l'autre parent, soit les deux d'ailleurs, contre une seule victime. Hein. Ça peut être par exemple un frère qui va manipuler le deuxième, hein, donc le deuxième enfant, le père et PN, hop, ils se mettent ensemble, ils se lient en fait pour critiquer le dernier. Alors pourquoi est-ce que le premier critiquerait son frère éventuel? Eh bien, ça pourrait être simplement pour ne pas être critiqué lui. Pour se défaire de cette situation, il se dit bah, moi je me mets à l'abri de cette façon, j'ai la protection de l'autre, entre guillemets, tant qu'il est occupé à tyranniser un autre que moi, eh bien moi je ne serai pas la cible. Et vous avez des situations comme ça qui sont vraiment difficiles parce qu'évidemment il y a toute la culpabilité qu'il y a derrière, surtout quand l'enfant grandit, qui se rend compte de l'impact que ça a eu sur le petit frère, surtout si le petit frère décède ou se suicide, parce que vous avez des cas vraiment extrêmes, et c'est vraiment un gros tabou social où on nie l'existence du PN. Il y a encore des gens qui disent mais non, la perversité narcissique n'existe pas. Il n'y a que des victimes qui sont consentantes. Alors bon, on a déjà vu de quelle façon la victime est absolument pas consentante. Et de toute façon, il suffit pas de dire bah, c'est quelqu'un de naïf et puis voilà. Pas du tout. Les victimes généralement sont pas du tout naïves. Elles sont dans une mauvaise situation et pour les enfants c'est évident. C'est simplement parce qu'elles sont venues là à ce moment-là dans cette famille-là. Elles n'ont pas choisi ça. Enfin, quoique bien qu'on peut encore dire, mais d'une façon spirituelle, peut-être qu'on choisit notre chemin de vie avant, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, mais généralement, en tout cas sur cette terre, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui volontairement voudrait être manipulé. Maintenant, il est certain que la personne qui se met en couple avec quelqu'un qui est manipulateur recherche une certaine protection. Et ça, les manipulateurs, les pervers narcissiques savent très bien l'apporter. Ils font l'illusion qu'ils vont protéger l'autre. Ils font l'illusion aussi auprès des enfants en disant « tu auras mon amour à partir du moment où tu fais ça ». Et donc c'est ça, hein, c'est un marchandage permanent, rien n'est jamais gratuit. Et c'est ça la grosse différence entre un parent qui gratifie son enfant pour lui montrer qu'il est capable de faire quelque chose et qui le pousse à l'autonomie. Un pervers narcissique, un parent pervers narcissique ne va pas pousser l'enfant à l'autonomie. Plus il devient autonome et plus il a des regrets, des remords, parfois il regrette la période où l'enfant était plus petit, qu'il ne se rendait pas compte des choses et qu'il était plus manipulable.
Ça, c'est très possible. Il ne va surtout pas pousser l'autre à plus d'autonomie. Au contraire, il va essayer de le manipuler, d'avoir toujours une emprise. Ça peut être une emprise qui est de l'ordre économique, hein, sur les enfants, par exemple. Les enfants qui n'arrivent pas à trouver du boulot, donc ils ont déjà peut-être 18-19 ans, etc. Et on leur dit, mais non, attends, à l'école, tu n'y arriveras pas. Donc l'enfant peut croire qu'il n'y arrivera pas simplement à force de répétition. Hein. On peut persuader quelqu'un comme ça, à force de répétition. C'est vraiment ça, le lavage de cerveau. C'est vraiment répéter tous les jours quelque chose à quelqu'un qui finit par croire ce qu'on lui dit. Il croit qu'il ne vaut pas grand-chose. Et du coup, comme il n'a pas confiance, il ne va pas nécessairement voler de ses propres ailes très vite, justement. Alors qu'un parent qui est un bon parent, un parent suffisamment bon, je veux dire, puisque jamais parfait, va encourager l'enfant à plus d'autonomie, il va l'encourager, il va lui dire, tu vois, ça t'es capable de faire, ça c'est une chose que t'as appris, t'as vu l'évolution, c'est chouette et tout. Donc c'est plus de l'ordre de l'accompagnement sain. Quand c'est un parent qui est de cette façon-là, le PN est absolument malsain. Donc l'enfant doit se construire, mais en dehors du secteur familial, en tout cas du noyau familial qui est les parents, les enfants. Alors vous avez aussi les cas où les enfants vont se liguer contre les ou le parent pervers narcissique. Ce sera plus facile de se liguer quand vous avez justement le conjoint qui est parti de ça et qui offre justement aux enfants une occasion de se reposer, à certains moments d'avoir un répit, ce qui est vraiment extrêmement important, que des enfants qui sont en permanence en contact avec le pervers narcissique. On a par exemple des cas tragiques comme ça où la personne qui a été manipulée, donc le conjoint manipulé se rend compte aussi qu'elle ne sait pas comment faire pour s'en sortir, et vous avez suicide de l'homme ou de la femme. Et donc ça veut dire que les enfants vont rester avec le pervers narcissique puisqu'ils n'ont plus que ils n'ont peu que lui ou qu'elle. Et c'est vraiment tragique puisque l'enfant ne peut pas trouver un endroit justement serein, mis à part dans son imagination. C'est un enfant qui va davantage se réfugier dans son imagination. Donc voilà, c'est quand même compliqué, mais les enfants peuvent se liguer contre, s'ils sont plusieurs, contre le pervers narcissique une fois qu'ils ont compris le fonctionnement. Et quand je dis compris, c'est d'abord, ils le ressentent d'abord. Ils ressentent d'abord que c'est malsain, qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas normal. Et vous avez des personnes comme ça qui vont jouer avec les peurs de l'enfant. Hein. Donc ils vont essayer de détecter les peurs de l'enfant, et c'est très régulier. Ils vont dire, ah ben... si un des deux s'est déjà suicidé et que l'enfant a été traumatisé par ça, parce que c'est un traumatisme, il faut bien le dire, le PN peut lui dire, ben moi aussi je vais me tuer. Et l'enfant va être complètement perdu dans le sens, merde, je vais me retrouver toute seule, qu'est-ce qui va se passer? Il peut angoisser à ce niveau-là. Alors qu'en réalité, si ça se produisait réellement que le PN décède, et ça c'est un gros tabou, on peut pas dire ça, c'est que effectivement l'enfant serait libéré, soulagé de ça. Même si c'est tragique, même s'il serait réellement orphelin, mais au moins il serait adoptable par quelqu'un d'autre. Et ça, ce serait une grosse évolution. En tout cas, il risque mieux de s'en sortir. Maintenant, c'est pas pour ça que les enfants ne s'en sortent pas. Hein. Vous avez vraiment des enfants qui ont la capacité de s'en sortir, même s'ils ont été manipulés depuis tout petit. Ils ont quand même su se construire malgré tout, parce qu'ils ont un monde intérieur. Et ce monde intérieur-là n'est pas toujours atteignable par le PN. Il y a une partie de la personnalité qui est atteignable, mais en réalité, cet enfant peut donc se construire un monde intérieur, et ce monde intérieur va vraiment servir d'havre de paix. Donc c'est vraiment très important, et c'est très fréquent quand vous avez des enfants qui sont battus, qui sont malmenés, et que ce soit avec des PN ou d'autres parents qui ne sont pas nécessairement de bons parents entre guillemets, hein, qui ont des déviances à certaines périodes de leur vie, ça aussi c'est possible, et puis parfois retombent sur leurs pieds, heureusement. Mais ces enfants-là vont se construire un idéal dans lequel ils vont se réfugier, et qui va être salvateur en fait. Et donc bien on voit des enfants qui s'en sortent très 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 bien, qui au contraire eux comprennent ce que c'est l'amour véritable, ce que c'est que la relation véritable, et donc du coup recherchent davantage ça. Donc évidemment ce sont des enfants qui vont avoir un besoin d'amour extrême, un besoin d'amitié énorme, un besoin d'amour énorme, et on sent le manque chez ces enfants-là. Donc ce sont des enfants qui vont être un peu de pot de colle, un peu accaparants aussi, quand ils vont trouver une personne en tout cas qui vraiment ont l'air de les apprécier. Alors évidemment, il y a deux situations, soit l'adulte ou enfin l'enfant, ça dépend, il peut se diriger vers un adulte comme il pourrait se diriger vers un enfant. Généralement, il va plus facilement se diriger vers un adulte puisque c'est cette relation qui lui a manqué. Et donc l'adulte, lui, va
soit de comprendre cet enfant-là et savoir que c'est un manque, il va vouloir éventuellement combler ce manque, surtout si cet enfant lui ressemble d'une certaine façon. Vous avez des adultes comme ça qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ont adopté, euh, pas juridiquement parlant, mais qui ont adopté des enfants pour les guider à un moment sur leur vie en disant ok, je sais pas moi, un enfant qui a 8 ans, on va le guider jusqu'à ses 15-16 ans, et puis à un moment donné, 16 ans c'est déjà grand, on peut déjà voler de ses propres ailes quasi, et c'est un enfant qui va avoir comme ça enfin qui va adopter aussi un parent entre guillemets, et l'adulte parfois intuitivement ressent ça et est apte à ça. Vous avez des éducateurs qui, sans s'en rendre compte, jouent ce rôle, et c'est magnifique, c'est formidable, c'est génial pour les deux. Et je pense que effectivement, le relationnel comme ça que l'enfant va développer va lui permettre d'avoir une confiance en l'autre, va lui permettre aussi de se construire, et va permettre aussi de devenir un être humain digne de ce nom, avec tout ce que ça implique. Et généralement, c'est pas nécessairement qu'un enfant qui a été dans des situations difficiles au niveau familial va reproduire ça. S'il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a vécu, s'il n'a pas analysé du tout, si c'est resté très caché, etc., s'il n'a jamais réussi à en parler, il risque de développer un comportement pathologique, effectivement, mais ça peut être simplement très renfermé socialement, ça peut être des dépressions à répétition, mais ce ne va pas nécessairement être de l'ordre du pervers narcissique, c'est pas nécessairement ça qu'ils vont reproduire. Donc la plupart des enfants s'en sortent bien, et je pense que de toute façon, il y a vraiment toutes les possibilités pour qu'un enfant s'en sorte bien à partir du moment où un des deux parents est sain, un des deux parents a compris que l'autre était pathologique, parce qu'il a les mots pour mettre les choses en place, il a l'amour aussi qui est là, et ce parent qui s'est défait de cette relation va permettre à l'enfant vraiment de grandir. Même si l'enfant, effectivement, s'il a son père qui est très aimant par rapport à la mère qui est TPN, forcément il va se rattacher en partie à ce père, mais va aussi avoir besoin d'une figure maternante extérieure. C'est tout à fait normal. Il faut qu'en fait le père comprenne ça et n'accuse pas l'enfant d'aller chercher de l'attention, de l'affection ailleurs, parce que cet enfant-là a besoin de grandir et besoin aussi de comparer un petit peu ce qu'il aurait pu avoir, parce que cet enfant va devoir faire le deuil, même si c'est d'une relation qui n'a jamais vraiment existé. Donc déjà l'enfant va devoir prendre du recul par rapport à ça pour diminuer l'emprise, parce que un enfant reste quand même souvent sous emprise tant qu'il y a des liens. Hein, bon, il va rester même à l'âge adulte, hein, même à 40 ans. J'ai vu des personnes qui ont des parents, enfin un parent pervers, narcissique. Attention, pervers narcissique, pas pervers tout court. Parce qu'on peut confondre aussi, mais c'est pas sexuel nécessairement. Ça pourrait, mais pas nécessairement. À 40 ans, qui peut dire tu as fait quelque chose que je n'accepte pas, et donc vont être sur le qui-vive par rapport à une éventuelle attaque. Puisque ces gens-là, les PN, c'est vraiment je lâche ma bombe, je dis un truc dégueulasse, et puis je me barre pour ne pas avoir les conséquences de mes actes. C'est vraiment ça, ils n'assument rien, ces gens-là. Donc forcément, le fils ou la fille, ils ont beau avoir 40, 50, 60, ça fait toujours aussi mal, de toute façon, parce que c'est une relation sur lesquels ils ont dû faire un deuil qui aurait normalement dû exister, puisque tout le monde est censé avoir des parents qui les guident, etc. Sauf qu'eux n'ont pas eu ça, et ils sont obligés de dire ok, j'accepte de ne pas avoir eu ça. À partir du moment où ils disent ok, bah, voilà, moi j'ai pas eu cette chance-là, mais j'en aurai d'autres, je me décide de me concentrer sur ce que j'aurai d'autre. Voilà. De toute façon, on sait tous dans la vie, on n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas tous les mêmes bases, que ce soit financier, physique, relationnel, etc. Et malheureusement, il y a des choses qui sont enviées trop facilement de l'une à l'autre personne sans prendre en compte qu'il y a peut-être derrière quelque chose qui ne se voit pas. Et la perversion narcissique, il faut oser le dire, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Pour beaucoup, de l'extérieur, ça ne se voit pas énormément. Ça peut se voir à certains moments si le pervers narcissique est plus intime avec d'autres personnes. À un moment donné, une personne qui comprend puis une autre personne qui comprend vont se liguer plus facilement, et si les liens sont bons, bah forcément ils vont pouvoir progresser comme ça. Et donc voilà, longtemps aussi l'enfant va essayer de guérir le parent malade. Arrivé à l'âge adulte, donc l'adolescent peut-être
ils vont commencer déjà, mais comprendront que c'est peut-être pas la bonne période parce qu'on lui dit ta gueule, t'es un ado, quoi, en gros, ou tu comprendras pas, t'es pas assez intelligent. Enfin bon, on peut critiquer de toutes les façons possibles et dégrader quelqu'un de toutes les façons possibles. De toute façon, le PN va essayer de toutes les façons possibles, ça c'est certain. Et l'enfant, quand il va grandir, il va devenir jeune adulte, et à ce moment-là, il va se dire, parfois parce qu'il a pris justement une indépendance, etc., va se dire maintenant je suis apte à guérir ce parent-là. Et il n'aura peut-être pas conscience que c'est de la perversion narcissique. Il aura peut-être détecté le fait que cette personne se plaint beaucoup, critique beaucoup les autres. Et donc je disais que effectivement l'enfant va essayer de guérir son parent, surtout quand il est arrivé à l'âge adulte, surtout s'il a acquis d'éventuels outils ou qu'il a réussi à sortir de quelqu'un d'autre d'une dépression par exemple. Il peut considérer que son parent souffre en réalité de dépression et pas de perversion narcissique parce qu'il n'aura pas identifié comme tel. Et c'est pourquoi il faut quand même se battre pour que cette problématique soit connue dans le monde parce que ça concerne énormément de personnes. On croit que non, c'est juste quelqu'un qui manipule un peu, mais quand on se rend compte de ce qu'est vraiment la perversion narcissique et quel impact ça peut avoir sur les autres, il est important de dire voilà ce que c'est et voilà ce que nous pouvons faire contre ça. De toute façon, il y a toujours moyen de se construire. Quel que soit les parents qu'on ait eus. Donc rien n'est une fatalité. On a trop souvent tendance à entendre ça. Et je vais viser un peu les psychanalystes parce que les psychanalystes adorent remonter dans l'enfance, creuser. Ah tiens, qu'est-ce que vous avez vécu enfant? Ah bah oui, bah alors ça explique votre comportement là et là. Je dis pas que ça n'explique rien, bien entendu, votre enfance va expliquer bien des choses, mais vous décidez ce que vous allez faire de ça. Tous les jours, vous le décidez. Et c'est réducteur que de dire, voilà, vous avez eu une enfance malheureuse, eh bien vous serez malheureux adulte. La plupart du temps, les gens qui ont été malheureux enfants ont développé justement une capacité de résilience importante justement qui va permettre d'être plus stable dans la vie, de dépasser bien plus d'épreuves et du coup d'arriver à construire sa vie peut-être bien mieux que d'autres personnes. Alors maintenant je disais dans une autre vidéo effectivement le fait d'avoir eu des parents, un ou deux parents, enfin deux parents c'est quand même plus rare, mais un parent pervers narcissique fait que il y a une difficulté de faire des enfants et pour ne pas donner de nouvelles victimes aux pervers en fait, hein, quand il y a les liens qui sont encore là. Donc on voit souvent des personnes qui vont couper les liens au moment où le projet d'enfant arrive ou qui ne vont simplement pas passer par la case parents. Voilà, pour ne pas reproduire, être sûr de ne pas reproduire ce comportement-là. Alors je voulais dire que le pervers narcissique, il faut bien faire attention parce qu'il joue tellement bien son jeu que l'autre peut être désigné comme manipulateur. Donc le conjoint qui est en souffrance va parfois faire des crises publiquement, puisque évidemment quand le pervers va attiser l'autre, c'est au moment où publiquement il peut se ridiculiser. Donc ça veut dire que parfois le parent qui peut paraître malade de l'extérieur en fait peut être l'autre comme étant désigné. Donc celui qui se plaint tout le temps, etc., et qui essaye de se faire passer pour la victime, y arrive parfois, et c'est justement parfois le pervers narcissique. Donc il faut être extrêmement vigilant quand on pose un diagnostic effectivement de la perversion narcissique. Maintenant, effectivement, je pense que les enfants sont assez proches pour voir quel est le jeu de leurs parents, ils sont pas bêtes du tout, donc ils le voient. Et pareil pour les conjoints, mais effectivement, ce qui paraît de l'extérieur n'est pas toujours ce qui est. Donc il faut vraiment faire attention avec les apparences, puisque justement le PN joue avec les apparences, et c'est important de le préciser. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser ici, la vidéo est assez longue. Merci pour avoir regardé cette vidéo, je m'excuse pour toutes les coupures qu'il y a eu dans cette vidéo, ça n'a pas été simple pour moi de filmer tout ça, mais je vous remercie de me suivre toujours, d'être fidèle, de continuer de poser vos questions et de réagir à mes vidéos. Donc on se retrouve pour d'autres plus tard, sans souci, donc à très vite.